Bonsoir, cher public. Donc, c'est parti pour le second volet de cette conférence peinture et musique, donc conférence filmée, confinement oblige. Donc, bien sûr, je remercie la ville de Brignais, je remercie Jean-Luc Chambéry, je remercie Élise qui est derrière la caméra, et je remercie le Briscope. Bon, alors, nous avions vu la dernière fois, donc on va reprendre un petit peu rapidement en introduction, que la musique représentait l'harmonie. Alors l'harmonie, bien sûr, c'est l'harmonie invisible, l'harmonie céleste, l'harmonie du monde, l'harmonie du cosmos. Sur cette toile, l'inspiration du poète, Nicolas Poussin nous montre justement que le poète a les yeux au ciel et qu'il ne voit pas cette harmonie invisible que nous voyons par contre, ça c'est l'artifice de la peinture classique, et qui est symbolisé par ce personnage qui est à la fois Apollon et à la fois Orphée avec sa lyre. Vous voyez, Orphée, la lyre, la musique des sphères, le cosmos, la poésie et la musique. Bon, à l'époque, la question ne se posait pas, disons, comme un problème, mais à partir du moment où notre conférence commence, c'est-à-dire de la moitié du 19e siècle, avec la première révolution industrielle, la machinisation, l'industrialisation du monde, la création de la classe ouvrière, etc. Le monde change, il y a une espèce de mutation anthropologique comme ça, inédite, hein, et il se trouve que certains artistes produisent ce type d'œuvre. Alors, c'est très étonnant parce que cet ange jouant du flageolet d'Edward Burne-Jones semble ressembler par certains côtés à une peinture du Moyen-Âge. D'ailleurs, elle est peinte à la tempéra, elle n'est pas peinte à l'huile. Il y a du métal, il y a de l'or et de l'argent qui sont collés. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Et justement, c'est fait pour. C'est fait pour parce que Burne-Jones appartient à un mouvement, ou plutôt à une fraternité, la Pré-Raphaélite Brotherhood, de jeunes artistes qui décident au départ de ne signer que par ces lettres un peu énigmatiques, PRB, Pré-Raphaélite Brotherhood, et ils décident, comme leur nom l'indique, pré-raphaélite, de revenir à la pureté précédant la Renaissance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, on a des artistes qui rentrent en opposition ouverte contre la société, hein, et aussi bien par leur art que par leur façon de vivre. Ce sont des gens qui pratiquent l'amour libre, ce sont des gens qui font toutes sortes d'abus. D'ailleurs, il y a des tentatives suicidaires chez les uns et les autres. Ce sont des gens qui vivent à la campagne, qui sont végétariens, etc. Bref, pour la première fois, on a un mouvement vraiment qui tente de changer la vie, on va dire, avec la peinture et avec leurs moyens d'existence. Mais, d'un autre côté, on a une forme de nostalgie, on va dire, beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus traditionnaliste. C'est-à-dire, vous voyez, on a d'une part des artistes qui tournent leur regard vers le passé, donc vers cette harmonie perdue que symbolise le musicien, contre la société. Et on a d'un autre côté ce qu'on appelle les artistes pompiers, qui, au contraire, vont, à travers l'art officiel, essayer de ressusciter le grand art du passé. Bon. Bouguereau va devenir l'artiste officiel sous Napoléon III. Les artistes pompiers vont être les artistes officiels sous Louis XVIII, sous Louis-Philippe, sous Napoléon III. Alors, déjà, pourquoi les appelle-t-on pompiers? C'est drôle, parce que c'est des gens qui peignent beaucoup de scènes de bataille avec des gens avec des casques et des lances, et que, humour rapin, les pompiers ont des casques et des lances. Voilà. En plus, leur peinture est pompeuse, et pompeuse, et on a donc ce style très très ampoulé, très léché, hein. C'est vraiment le néoclassicisme, qui n'est pas un néoclassicisme moderne, comme on a vu la dernière fois celui d'Ingres, qui est quand même assez radical, mais qui est un néoclassicisme, on va dire, tout à fait joli, tout à fait doux, hein, qui fait penser à des images saint-sulpiciennes un petit peu. Voilà. Alors il faut quand même savoir que des gens comme Bouguereau à leur époque étaient non seulement des stars, mais étaient des maîtres. C'est-à-dire des gens qui avaient des grands ateliers comme Couture par exemple et autres, et le Baron Cros et tout ça, et dans lesquels on payait très très cher pour prendre des cours. Par exemple,
Couture, qui était également un pompier, va avoir parmi ses élèves quelqu'un comme Édouard Manet, par exemple. Voilà. Alors, on va quitter cette imagerie, hein, et puis parler un peu du symbolisme. En fait, ce qu'on a vu avec les pré-raphaélites, c'est qu'il y a vraiment, on va dire, une philosophie spiritualiste, c'est-à-dire une philosophie qui pense que le monde moderne est un monde qui se perd, que le progrès matérialiste et l'industrialisation sont des pièges, hein, et donc qu'il faut essayer par l'art de revenir à une source pure d'idées, de sacré, de spiritualité. Bon. Nous avons ici une œuvre d'Alexandre Séon, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs a fait l'école des beaux-arts à Lyon et qui a fini sa vie sur l'île de Bréhat, en Bretagne, hein, et qui appartient tout à fait à ce mouvement magnifique dont on va voir deux tableaux, qui s'appelle le symbolisme. Et le symbolisme est en fait, on va dire, le premier grand mouvement artistique français, inspiré des pré-raphaélites anglais, à avoir un programme, un véritable programme de transformation du monde. C'est-à-dire que dans le symbolisme, il y a des revues comme la Revue Blanche, il y a des poètes comme Mallarmé, il y a des intellectuels, il y a aussi des musiciens. Et donc, il y a cette volonté de faire de l'élitisme, de faire de l'art pour l'art, et de revenir donc à quelque chose d'absolument pur, et à une forme d'élitisme qui ne soit pas un élitisme social, certains viennent d'origine tout à fait pauvre, hein, mais qui soit un élitisme de l'esprit et de l'âme. Donc, c'est-à-dire essayer d'aller contre ce monde qui descend dans la matière lourde, dans le profit, dans l'efficacité, etc. Bon. La mort d'Orphée. Alors, bien sûr, la mort d'Orphée, c'est tout un programme. Vous voyez cette toile immensément pathétique, hein, mélancolique, et qui est en elle-même, on pourrait dire, un manifeste, parce que justement, ce qui est en train de disparaître pour cette génération symboliste, c'est l'esprit. L'esprit est en train de mourir. Bon, je vous ai dit que notre ami Alexandre Séon avait fini sa vie sur l'île de Bréhat. On voit ici tout à fait le magnifique paysage breton, hein, avec le granit. Et puis j'aime beaucoup ces aplats. Hein. C'était un élève de Puvis de Chavannes à Lyon. Vous savez, Puvis de Chavannes, dont il y a des très belles fresques place des terreaux, dans le palais Saint-Pierre. Et on voit donc ici ce goût des aplats un petit peu mat. Hein. Et puis cette peinture très, très, on va dire, néoclassique, mais d'un néoclassicisme vraiment incisif, réussi, on va dire. Et pas du tout académique comme celui qu'on a vu précédemment avec Bouguereau. Bon, dernière œuvre symboliste, hein, Jean Delville, un Belge. Il faut savoir que le symbolisme a été un mouvement européen, on va dire international, donc. Et donc qui a fait long feu, et que les Belges nous ont donné d'excellents peintres symbolistes, comme il y aura d'excellents peintres surréalistes belges. Voilà. Donc la tête d'Orphée, hein, sur sa lyre, souvent représente Orphée qui a été déchiqueté par les forces du chaos, les Ménades. Vous vous rappelez de la lutte entre le chaos et le cosmos qu'on avait vu sur un vase grec la dernière fois en introduction, hein. Donc ici, les Ménades, c'est-à-dire les forces du chaos, ont gagné. Et c'est un petit peu sur cette espèce de mer qui pourrait représenter une espèce d'espace-temps, comme dans les cycles hindous, entre deux mondes, hein, où la tête de ce pauvre Orphée, Orphée mort, donc flotte sur sa lyre. Voilà. Alors, on va passer maintenant à quelque chose de tout à fait différent, à tel point, on peut dire que la période qu'on va voir aujourd'hui est une période pleine de ruptures. Et je pensais tout à l'heure, pour rigoler, qu'il va y avoir deux explosions. Pas du tout des explosions sanguinaires, mais des explosions parfaitement pacifistes, mais néanmoins tout à fait violentes. Hein. Deux explosions formelles qu'on va voir un petit peu aujourd'hui et qui vont correspondre à ce qu'on va appeler les avant-gardes. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Là, pour l'instant, la modernité pointe son nez avec ce guitarero, en un mot, d'Édouard Manet. Bon. Manet était allé en Espagne avec son frère Eugène. Il adorait Velázquez, il adorait Goya, il adorait la peinture espagnole. Et on retrouve donc ce qu'on a appelé la dernière fois les bodegones, c'est-à-dire en bon français les bobaches,
les bamboches, c'est-à-dire ces peintures du petit peuple, ces peintures qui représentent les gens du peuple un petit peu en train de faire leur métier ou comme ça, ou de se livrer à quelques loisirs. Bon, il s'agit d'un guitar-héros d'atelier. Hein, on voit clairement l'aspect classique là, qui fait qu'il s'agit d'un modèle qui est déguisé, on va dire, en espagnol. Et puis, l'ami Manet emprunte à la peinture espagnole ce sens du noir, ce sens de la simplification des formes. Hein, c'est très, très vivant. Il y a cette peinture épaisse, pleine d'huile, avec peu d'essence, qui va être la marque, la patte de Manet. Bon. Par rapport à la représentation de la musique, il y a une chose là qui est tout à fait intéressante. C'est que, vous voyez, l'oignon, le pot, la jarre, etc. On est vraiment avec le foulard, le chapeau, dans quelque chose d'espagnol, c'est-à-dire que il nous montre que la peinture fait partie de l'âme, on va dire, du peuple espagnol, de sa vie. Bon, de sa vie au peuple espagnol. Mais en même temps, on est dans quelque chose qui passe complètement dans le folklore. On est dans quelque chose de tout à fait artificielle. Vous voyez, ça sent un petit peu la fête de fin d'année de MJC de Madrid. Non, je plaisante. Vous voyez ce que je veux dire? On est déjà dans quelque chose qui est complètement au second degré. Et ça, c'est très important parce que la culture populaire, hein, on est à l'époque, par exemple, de l'opéra Carmen, Bizet, ce genre de choses. La culture populaire est en train de se transformer en spectacle, c'est-à-dire en folklore. Voilà. Là, on a, avec Manet, quelque chose, avec cette seconde peinture de Manet, quelque chose de beaucoup plus direct. Manet se promène à Paris, sur un grand boulevard, et il voit tout d'un coup une chanteuse sortir d'un cabaret en mangeant des cerises. Alors, il trouve ça tout à fait intéressant, tout à fait beau, et il lui dit « Madame, puis-je vous peindre ?» La femme dit non, pas du tout, et Manet, qui avait le sens un peu dandy comme ça de la blague, dit « C'est pas grave, j'ai Valentine. » Bon. Valentine, bien sûr, c'est Valentine Meuret, qui est la modèle de Manet, magnifique avec ses yeux noirs, celle qu'on retrouvera notamment dans l'Olympia. Alors regardez ce tableau, c'est tout à fait stupéfiant. On a vraiment l'impression d'avoir en face de soi une grande femme, parce qu'elle est grandeur nature, même plus grande que nature, en train de sortir comme ça de son lieu de travail, après avoir chanté, et de manger des cerises qui lui ont peut-être été offertes voilà, par un admirateur, comme le bouquet de fleurs qu'elle a. Bon. Elle est peinte aussi grand qu'un peintre classique aurait pu peindre, qu'un pompier aurait pu peindre un dieu, ou aurait pu peindre un roi, vous voyez. Et puis elle est peinte avec cette espèce de rudesse typique de Manet, hein, ces coups de brosse comme ça épais, ce qui fait que c'est presque dans l'œil qu'on doit reconstituer les formes. Hein, vous voyez, on voit bien la guitare là à côté qu'elle tient. Bon. Baudelaire adorait Manet et ils étaient très amis. Et Baudelaire, avec son intelligence habituelle, Baudelaire disait « Manet peint plus ce qu'il voit que ce qu'il rêve ». Effectivement, il y a une forme de réalité avec Manet qui fait éruption comme ça dans la peinture. Oui, je voulais préciser, ça tombe sous le sens que cette conférence n'est pas exhaustive et que donc je montre une ou deux peintures d'artistes qui vraiment me parlent beaucoup et qui, à mon avis, font le tour du sujet. C'est-à-dire, il n'y aura pas forcément tout le monde, il n'y aura pas Lautrec, il n'y aura pas Gauguin, il n'y aura pas, etc. Mais voilà, bon, sinon ça aurait été assommant, donc j'ai préféré choisir certaines œuvres. Bon. L'orchestre Edgar Degas. Alors, cet orchestre est en fait une espèce de scène de genre, hein, un peu étrangement composée, je vais y revenir, et qui en fait est un portrait, car nous avons ici un joueur de basson, hein, qui a commandé le portrait. C'est un musicien qui habite à Lille et qui achète à Degas son portrait, mais son portrait en action, si on peut dire. Alors, ce qui est tout à fait drôle, c'est qu'il s'agit d'un portrait de groupe, parce que les autres musiciens que nous avons là sont tous des gens qui existent vraiment, hein, et donc en même temps, il emmène un souvenir, on peut dire, de ses amis, hein, et puis surtout, il y a une forme de réalisme tout à fait neuf que Degas expérimente là, pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau du cadrage, vous savez, la photographie existe depuis déjà une vingtaine d'années. Degas est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au cadrage par rapport à la photographie. Et dans la composition des peintures, pensez par exemple aux scènes de genre ou aux peintures d'histoire qu'on a vues avant, c'est tout à fait important que les dieux ou le personnage ou le héros ou Jésus ou que sais-je soient bien situés par rapport aux éléments, etc. Alors que là, on a déjà un cadrage qui fait que c'est comme si l'œil, le regard se promenait dans le monde. Hein. C'est ce que Baudelaire appelle
le peintre de la vie moderne. Ce sont des peintres de la vie moderne, encore plus qu'étaient les réalistes comme Corot Courbet qu'on a vu la dernière fois. Première chose. Deuxième chose de tout à fait étrange, c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que nous sommes à la place du public, en fait, et il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'orchestre, dans la fosse, et il y a le niveau du spectacle. Alors Degas fera plusieurs tableaux comme ça. J'aime beaucoup celui-là, qui est tout à fait admirable. Le poète Michel Butor le mettra parmi, pour lui, les 100 tableaux les plus importants de l'histoire de l'humanité. Bon, voilà. Toujours est-il que ça fait vraiment partie des Degas que je préfère. Bon. La perspective est vraiment outrée, c'est-à-dire qu'on est vraiment devant des personnages immenses, dont on voit les têtes très très grandes, et puis derrière, hop, on a les petites danseuses. C'est clair que là-haut, on est dans le monde du spectacle, c'est-à-dire on est dans ce que Baudelaire appelait la féerie moderne, la féerie du monde moderne. C'est-à-dire qu'il y a cet éclairage par en dessous, hein, comme disait Victor Hugo, il faut que la scène soit éclairée parce que la scène n'est pas la vie, n'est-ce pas? Et en plus, c'est pas du tout une scène de grand spectacle, c'est une scène de petite danseuse, c'est-à-dire une scène de divertissement. On est typiquement dans ce côté un peu affriolant, un peu loisir, société du divertissement, si vous voulez, telle qu'elle naît à l'époque avec le Moulin Rouge, etc. Bon. Donc, on est là dans une espèce d'artifice au second degré, hein, qui fait que de même que la peinture embellit la réalité, cet éclairage, limite kitsch, embellit comme ça ces petites danseuses. En même temps, Degas a un regard tout à fait critique, ce qui fait aussi la grandeur de son art, c'est qu'il y a quelque chose de très cruel, voire même d'assez misanthrope chez Degas. C'est-à-dire que Degas montre en même temps l'aspect tout à fait charmant de ce spectacle, et en même temps, souvent, il peint ces danseuses en train de s'ennuyer ou en train de discuter entre elles, regardez ce qui se passe à gauche, là, ou alors saisies d'une crampe ou qui se massent le dos, etc. Donc il y a en même temps chez Degas, ce qui est extrêmement moderne, la volonté de montrer son époque, de montrer le divertissement bourgeois, car Degas, comme Manet, est un bourgeois, et en même temps de montrer l'aspect factice et faux de tout cela. Voilà. Bon. Alors, dans les peintures qu'on vient de voir, à la question toute bête, peut-on représenter la musique? Réponse dans la salle, non. Bon, je plaisante. Peut-on représenter la musique? Ben, la réponse, c'est non. D'autant plus même que vous vous souvenez la dernière fois des tableaux baroques, où il y a ces gens qui parlent comme ça, qui parlent en silence. Dans la peinture classique, c'est même très très bien de ne pas la représenter, parce que ça fait partie de cette séparation qu'il y a entre les sens, entre l'œil et l'ouïe. La peinture ne parle pas. Bon. Eh bien là, justement, et je vais appuyer sur mon premier détonateur, et la première avant-garde va arriver et va faire exploser le monde formel dans lequel on était il y a encore une image. Là, justement, avec la nouvelle avant-garde et avec Seurat, on va essayer de représenter la vie dans son mouvement, dans sa couleur, et on va évidemment aussi essayer de représenter la musique, de la représenter par un rythme. Regardez comme ça danse, comme ça chavire, cette jambe qui se lève, là, ces couleurs qui pétillent partout, c'est extraordinaire. Regardez, tout est... la forme des moustaches rappelle la forme de la bouche, la forme des jambes se répète là avec les différentes danseuses, etc. C'est tout à fait magnifique. On a les formes qui s'enroulent, qui se répètent et tout ça, la moustache qui se répète ici et tout. Bon, Seurat, qui malheureusement est mort à 32 ans, qui aurait été un très très grand peintre, Seurat décide, il est de la génération post-impressionniste, c'est la génération de Gauguin si vous voulez. Il décide de reprendre la peinture à zéro. La feuille blanche, plutôt la toile blanche, devient comme une espèce d'éprouvette de paillasse de chimiste sur laquelle il construit ses couleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de copier le monde, on le reconstruit. Bon. Il y a cette utopie très scientifique à l'époque, qu'on trouve également chez Gauguin et d'autres, de trouver des codes pour faire une peinture qui soit une peinture universelle, qui parle à tout le monde, à les gens de toutes les classes sociales, voire même de toutes les langues, de tous les pays. Or, à l'époque, les psychologues, on est à l'époque de ce qu'on appelle le positivisme, hein, et les psychologues pensent que les lignes en elles-mêmes influent sur notre cerveau et sur notre tempérament. Et que donc, il y en a des lignes qui montent comme ça, ce sont des lignes qui sont gaies, d'où la forme des moustaches, des bouts de la bouche, des yeux, etc. Donc, vous voyez, avec ce pointillisme dans les couleurs et avec cet élan
dans la façon de peindre, la musique, tout d'un coup, retrouve sa place de rythme vivant, hein, et l'artiste pense d'une façon quasi scientifique pouvoir le rendre. Bon. À la même époque, le jeune Picasso végète un petit peu à Madrid et à Barcelone. Et puis, Picasso décide donc en provincial, parce que l'Espagne à l'époque est une province de l'Europe par rapport à Paris, de monter à Paris. En 1903, Picasso, donc, qui est dans la bohème du bateau Lavoir, à Montmartre, fait sa période bleue. Et pendant sa période bleue, il peint ce joueur de guitare. Alors, là, on retrouve bien sûr la tradition Bodegón Bamboche, hein, c'est-à-dire le pauvre, le misérable, qui est peint là avec un amour, on va dire, hein, un amour et une compassion très très forte. Il y a cette idée du jeune Picasso, très symboliste d'ailleurs, hein, si Picasso était resté à la période bleue et rose, ça aurait été un peintre, on va dire, post-symboliste. Que c'est dans la misère du monde que se cache la vérité. Bon, c'est à la fois quelque chose de très messianique, chrétien, communiste, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, il y a cet aspect-là, hein, ça nous fait penser au poème de Victor Hugo, par exemple, cette idée que c'est dans le plus bas qu'on trouve le plus humain, et c'est absolument magnifique, hein, avec ses mains étirées, typiques de la période bleue, ses grands corps longiforme, hein, maigre, amaigri par la faim, ce personnage vieilli, hein, vous voyez l'orbite des yeux, et puis cette couleur bleue extrêmement symbolique, le bleu étant la couleur du symbolisme, hein, étant vraiment la couleur de la mélancolie, etc. Donc une couleur très symboliste en elle-même, et là on voit bien la guitare, et on voit bien, c'est comme si cet air de guitare était ce qui lui restait comme une espèce d'accroche au ciel, hein, et qui montrait la beauté invisible de ce personnage qui est visiblement déchu, mais qui au fond de lui-même reste grand par sa musique. Bon, je vous ai dit qu'on avait appuyé sur le premier bouton, donc on va commencer là à passer dans des avant-gardes un peu colorées, un peu explosives, un peu inventives formellement. Alors pour tout vous dire, et Picasso, qui n'a pas un sou, aime bien se faire inviter à manger. Et il aime bien se faire inviter à manger chez des milliardaires américains, frères et sœurs, les Stein, Gertrude Stein, qui est une bonne amie d'un peintre qui a une dizaine d'années de plus que Picasso, qui défraie la chronique par ses peintures multicolores, qu'on appelle les fauves, qui va passer tous ses étés à Collioure. J'ai nommé Henri Matisse. Non, on va parler un petit peu maintenant. Alors, il faut savoir que le jeune Picasso, chez les Stein, voit des toiles de Matisse, notamment Le bonheur de vivre, celle-là, qui est au mur dans le salon. Et il trouve ça extraordinaire. Il se dit, mais voilà quelqu'un qui invente une façon de peindre complètement incroyable, complètement dingue. Et Picasso, qui admire les novateurs, qui admire Van Gogh, qui admire Lautrec, etc., va s'en inspirer. Bon. Que se passe-t-il? Il se passe que Matisse, qui est un espèce d'aventurier, de capitaine formidable de l'aventure picturale de ce début du XXe siècle, pendant la lumière de ces longs mois d'été à Collioure, a vu la couleur pure. Donc il a vu la couleur pure, donc son impressionnisme, via l'influence de Seurat, est devenu un impressionnisme criard, multicolore, avec les couleurs pures, bref, le fauvisme. Et puis il s'est rendu compte, bien sûr, qu'avec les couleurs pures, il pouvait faire, on va dire d'une certaine manière, de la peinture pure, c'est-à-dire de la peinture qui n'a plus tellement besoin de motifs et qui pouvait exprimer la joie de vivre comme ça directement. Alors, on garde toujours cette idée un petit peu du projet utopique. Chez Seurat, par exemple, il faut savoir que Seurat, donc le pointilliste qu'on a vu tout à l'heure, le cabaret, il y a une dimension politique chez Seurat. Seurat pensait qu'avec la science, qu'avec cette science de la peinture pure qui va apporter le bonheur, on va arriver à une espèce de société anarchiste telle qu'en rêvent les révolutionnaires. D'ailleurs, Seurat et Signac sont des gens qui vont avoir des soucis avec la police pour avoir hébergé des anarchistes, y compris des anarchistes violents. Bon. Chez Matisse, on a la nostalgie du paradis qui va un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une sardane, qui est la danse traditionnelle catalane, et il se trouve que de la fenêtre de son hôtel à Collioure,
l'ami Matisse voyait des jeunes danser la sardane. Donc vous voyez, il y a cette idée de vivre nu, cette idée de faire de la musique, cette idée de danser qui est liée au fait d'être dans l'énergie des couleurs pures. Et on a donc là une nostalgie d'une forme de paradis qui est liée un petit peu à tout ça, aux couleurs pures, à la musique. Et à un Éden comme ça, un petit peu éternel, un petit peu intemporel. Bon. J'aime beaucoup cette grande peinture de Matisse qui a été une commande, la musique, qui a été achetée par un Russe, Sergei Chouchkine, milliardaire russe. Et là, on voit tout à fait à quel point la modernité rejoint l'antique. Vous voyez, ce grand paradoxe de la modernité, hein. On a commencé par les pré-raphaélites, on est là maintenant avec ces étranges Matisse qui rappellent tout à fait les figures de Vase, la figure rouge, hein, de la Grèce de jadis. Voilà, simplification du dessin. C'est très très beau, monumental, comme ça. Il y a 3 couleurs, les hommes sont rouges et nus, hein. Ils jouent de la musique, ils écoutent, et puis le fond est juste bleu et vert, tout en aplat, comme ça, c'est magnifique. Oups, voilà, on en reprend une petite... voilà. Bon, alors on a appuyé sur le détonateur, alors il faut que ça pète, voilà. Donc, oublions un petit peu les couleurs, on va descendre à la cave, comme disait l'autre. Braque, Picasso, le violoniste. Alors, le cubisme, c'est l'explosion des formes, comme on vient de voir, l'explosion des couleurs, c'est-à-dire ce qui fait que Picasso va devenir le plus grand peintre du XXe siècle. Hein, s'il était resté encore une fois à la période bleue, il n'aurait pas eu ce statut exceptionnel. Donc, cet éclatement total des formes a quelque chose d'assez cartésien, en fait. Hein. C'est une déconstruction totale du tableau comme tableau, mais un petit peu une sorte, disons, de révolution de salon. C'est-à-dire que ça ne concerne au fond que une réflexion sur la peinture elle-même. Il n'y a pas de programme ou de projet politique, anthropologique, social, etc. Chez Picasso ou chez Braque, il s'agit d'une espèce de passage par les théories d'Einstein, par cette volonté de tout déconstruire, de tout casser, de tout changer, ces nouvelles formes qui arrivent, la machinisation, etc. Bon. Néanmoins, dans ces sujets, on a ici un joueur de guitare et c'est drôle de voir que Picasso cite la guitare, le violon dans ce cubisme, tout simplement aussi parce que ça fait partie de leur bohème, de leur vie quotidienne. Braque jouait de la guitare, de même on a la pipe parce qu'il fumait la pipe, le journal parce qu'il journait le journal, la bière parce qu'il buvait de la bière, et parfois le nom d'une maison close parce que c'est des endroits qu'il fréquentait. Voilà. Alors ça, c'est le cubisme français, comme je vous disais, assez cartésien. Mais moi, j'aime beaucoup le cubisme d'ailleurs, qui lui a quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, justement, de beaucoup plus lyrique, beaucoup plus spirituel. Par exemple, le cubisme russe. On a ici une toile de Kazimir Severinovitch Malevich, qui n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Donc, violon et vache. Hein. Et on voit le transmental des théories de Malevich et de ses amis. C'est-à-dire un petit peu le surréalisme avant l'heure. Hein. C'est-à-dire comment changer notre vision des choses à partir de choses simples, comme faisait Picasso, en collant une vache au milieu d'un violon. À la même époque, l'ami Chagall donc, faisait revivre le folklore ashkénaze, hassidique, hein, en Biélorussie, avec son violoniste vert. Hein, et c'est pareil, c'est toujours un petit peu le transmental, ce que les Russes appellent le zaoum, c'est-à-dire cette espèce de rêve disruptif, comme ça, entre les associations d'esprit qui, tout d'un coup, se mettent à partir un peu comme dans un monde tout à fait onirique. Et puis, il y a quelqu'un qui plane en haut, et puis la tête est verte. Et puis, on voit parfaitement l'utilisation poétique du cubisme. Hein, et cubisme qui, après, va être influencé par le futurisme. On parlera de cubo-futurisme. Et il faut savoir que tous ces gens ont été tout à fait du côté, bien sûr, de la révolution soviétique en Russie, en pensant qu'il s'agissait vraiment d'un changement d'état d'esprit, que le XXe siècle a eu le siècle d'une espèce d'explosion mentale qui allait amener de l'oxygène et une nouvelle spiritualité. Inutile de vous dire qu'ils ont tous été évincés après sous Staline. Bon. Alors, c'est drôle de voir que la musique sert toujours d'exemple, hein.
Et là, on est en pleine avant-garde, et donc j'aime beaucoup le futurisme italien. Après, on va se calmer un petit peu, mais là, ça continue à exploser de partout. Et donc, Giacomo Balla, qui, lui, fait la représentation du mouvement. Parce que le futurisme, c'est l'avant-garde du mouvement. L'avant-garde de la machine, du dynamisme, etc. Alors là, on n'est pas du tout dans une avant-garde contre le monde moderne, hein, comme on a vu avec Seurat. On est au contraire dans une avant-garde qui prône le monde moderne. Alors, malheureusement, la plupart des futuristes vont devenir des adeptes de Mussolini dans les années 30. Bon, donc Balla, avec sa peinture, nous montre le mouvement du violoniste, vous voyez, hein, pris d'après des photographies des films, et on pense que la peinture est apte à rendre l'énergie du mouvement, ce qui est une belle utopie qui, pour elle-même, est un ratage, parce qu'on ne voit pas plus l'énergie du mouvement qu'autre chose, mais qui nous donne avec le recul une peinture tout à fait sublime et tout à fait magnifique. Voilà. Et en même temps assez drôle. En même temps, il y a quelque chose de drôle dans cette tentative de montrer le mouvement comme ça, de façon immobile. Voilà. Très joli tableau. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose de plus harmonique, on va dire, hein, de moins rythmé, de plus harmonique, de plus tranquille. Et il y a deux peintres que j'aime beaucoup, ça fait partie des plus grands de la modernité, au XXe siècle, qui ont attaché beaucoup d'importance à la musique. C'est Vassili Kandinsky, qui est à droite, et Paul Klee, qui est à gauche. Alors, ce qu'il faut que je vous dise maintenant, c'est que vous savez, dans le monde bourgeois, la pratique de la musique faisait partie des pratiques courantes. Et en fait, parmi les gens qu'on a vus, il y a pas mal de gens qui pratiquaient eux-mêmes la musique. Vous savez, Ingres, par exemple, était violoniste, le fameux violon d'Ingres. Matisse lui-même était violoniste, il faisait 1 heure de violon tous les matins avant de se mettre à la peinture. Paul Klee vient d'une famille de musiciens, c'était un violoniste assez exceptionnel. Et Vassili Kandinsky, lui aussi, est quelqu'un qui joue du violon, du piano. Ils viennent tous d'un milieu très bourgeois. Vous savez, Einstein aussi, d'ailleurs c'est drôle, Paul Klee et Einstein ont joué ensemble du violon dans des orchestres du dimanche en Suisse, dans les années 20. Bon. La musique, pour eux, est quelque chose qui est lié viscéralement à leur conception spiritualiste du rôle de la peinture et de son sens. Kandinsky est un intellectuel. Kandinsky est quelqu'un qui, à partir du moment où il voit une de ses aquarelles posées à l'envers et où il la trouve belle, avant de comprendre que c'est sa propre aquarelle dont il ne reconnaît pas le motif, en 1910, il se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, ce qui nous empêche d'aimer la peinture, c'est les objets. Donc il écrit un manifeste qui s'appelle Le Monde sans objets. Et puis après, il écrit son magnifique livre, qui reste très très beau, qui s'appelle Du spirituel dans l'art, et où il explique que la peinture, en enfermant les couleurs dans des objets, en la rendant esclave de la représentation, lui vole son énergie. Donc, si on supprime les objets et la représentation, on retrouve l'énergie. Et là où nous retrouvons notre musique, d'ailleurs cette peinture s'appelle Fugue, c'est que ces peintures sont improvisées comme de la musique. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette équivalence, ça s'appelle le paragone, entre les couleurs, les symboles, les lettres et les tons, comme au Moyen-Âge, hein, vous savez. Au Moyen-Âge, pour les cisterciens, chaque ton correspondait à une musique, correspondait à une note. Bon, donc il y a cette espèce de correspondance. Pourquoi y a-t-il cette correspondance ? Eh bien, tout simplement parce que le cosmos est naturellement divin et harmonieux, hein, et que l'art doit nous ramener à cette harmonie divine. Alors, chez Paul Klee le dirait peut-être pas en termes autant religieux, hein. Ils sont copains comme cochons, comme on a pu voir. Ils vont tous les deux travailler dans la même école, au Bauhaus, où Kandinsky aura embauché Paul Klee. Chez Paul Klee, il y a aussi cette notion fondamentale d'harmonie qui, chez Klee, est aussi liée à la naïveté, c'est-à-dire à l'art des malades mentaux, et à l'enfance. C'est-à-dire que Paul Klee adore les dessins d'enfants, et Paul Klee écrira dans ses textes, hein, qu'il faut retrouver la naïveté harmonique de l'enfance, harmonique, c'est-à-dire poum, 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 qu'une peinture doit être comme une musique. Il abonde d'ailleurs dans des titres du style orchestre, quatuor, virtuosité, etc., pour exprimer cette notion d'harmonie et cette notion de mélodie. Bon. Quand je vous parle de retrouver l'essence des choses,
il faut savoir qu'il y a un aspect ésotérique qui est une des sources fondamentales de la modernité. Les peintres que je vous ai montrés au début, par exemple, les symbolistes, pensez à Alexandre Séon. Alexandre Séon faisait partie du mouvement rosicrucien, qui est une société secrète spiritualiste, qui existe d'ailleurs toujours, et qui avait un de ses centres dans notre bonne ville de Lyon. À quel point qu'il était un adepte direct de Joseph Péladan, qui était un des fondateurs du nouveau mouvement, etc. Bref. Pour Kandinsky, c'est pareil. Kandinsky fait partie d'un mouvement qui s'appelle la théosophie, fondé par Rudolf Steiner, l'anthroposophie. Et il n'est pas le seul, c'est quelque chose qui va perdurer, vu que par exemple, Yves Klein, qu'on verra tout à l'heure, était rosicrucien dans sa jeunesse, et un grand artiste allemand comme Joseph Beuys, par exemple, est quelqu'un qui, lui, appartenait au mouvement anthroposophique. Enfin, vous savez, il faut savoir que tout ça existe et qu'il y a aussi cette espèce de projet, ce bon vieux projet symboliste de retrouver le paradis terrestre à partir de la musique, donc de l'harmonie, donc de la peinture, donc de l'art, et quelque chose qui existe toujours. Voilà. Bon. Alors là, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus bourgeois, n'est-ce pas ? La modernité dans les années 30, donc avec le père Matisse qui devient vraiment un art pour gens qui ont les moyens. Hein. Matisse va vivre de portraits mondains, comme on dit. On a ici une jeune femme qui joue de la mandoline. Donc vous voyez, là, on retrouve tout à fait cette idée de la musique comme loisir tranquille, l'alcôve, etc. Alors, ce qui est tout à fait formidable chez Matisse, c'est ce rouge, hein, la manière dont il contredit la perspective avec ses plans uniformes et vraiment vifs. Et Matisse va ensuite, après-guerre, découvrir le collage. Et là, vraiment, Matisse va terminer sa vie en étant un grand novateur. Quelqu'un qui va être vert de rage, de jalousie, c'est l'ami Picasso, évidemment, qui lui se répète pas mal avec Valoris et tout ça. Et donc Matisse invente vraiment la couleur-forme, la couleur saturée, la couleur pure, hein, et il fait des œuvres qui influenceront d'ailleurs des artistes américains jusque dans les années 80-90. Bon, voilà. La tristesse du roi. Alors, vous voyez, on retrouve toujours cette notion un petit peu immortelle, hein, la musique de cour, la musique qui nous ramène aussi à des formes qui font un peu penser à l'enluminure médiéval, ce genre de choses. Voilà. C'est très beau. Bon, le dernier grand moderne, on va dire, avant que je n'appuie sur le second détonateur, poum, et qu'on arrive à l'art postmoderne et contemporain, à l'art pop. Bon, Nicolas de Staël, extrêmement important, qui est peut-être un des plus grands peintres de l'après-guerre française. Hein. Donc, hommage à Sidney Bechet, vous voyez cette peinture épaisse. On est toujours d'une certaine manière dans quelque chose qui touche à Degas, vous voyez, c'est-à-dire le clair, l'obscur. La peinture est au service de la représentation de la réalité. On s'y croirait, on ferme un peu les yeux derrière les vapeurs de cigarettes et de bière pression ou de cocktails subtils. Et en même temps, la couleur pure, ce jaune qui éclate, exprime la musique. Bon. Et les dernières œuvres de De Staël qui a peint cette toile dans un grand atelier qu'on lui avait prêté dans une tour sur les remparts d'Antibes. Il s'est suicidé en 54, il s'est jeté du haut de cet atelier. Et avant de se supprimer, ce peintre qu'on peut appeler le dernier peintre maudit, enfin c'est un peu rapide, on ne va pas rentrer là-dedans, ça serait long, mais disons pour un certain nombre de raisons, il n'a pas vraiment supporté la notoriété qui lui est tombée dessus, et puis bon, il a quand même vécu 2 guerres mondiales, etc. Il a quand même un destin un peu tragique, le pauvre Nicolas de Staël. Donc il termine bizarrement par faire des concerts, des peintures gigantesques. Elle est plus petite que la vraie, vous voyez. Hein. Donc des tableaux gigantesques où il n'y a presque rien, où il y a seulement des instruments de musique comme ça délaissés, hein. Chaises vides, très très étrange. C'est très poignant. Hein. Et vous voyez comme il y a une équivalence entre le son qu'on imagine qui pourrait sortir de ces instruments et la couleur jaune comme une tonalité, hein, comme une espèce de note comme ça qui enveloppe tout. C'est très beau et en même temps assez tragique. Bon, j'appuie sur le deuxième détonateur. Boum.
on arrive maintenant à la seconde révolution industrielle, et ça va être la dernière partie de cette conférence. On va arriver dans un art totalement irrévérencieux, totalement drôle, totalement explosif, hein, les néo-avant-gardes, le pop art, l'art des années 60, c'est-à-dire ce moment où, comme cet artiste Martial Rest, vous voyez, qui détourne l'odalisque d'Ingres, donc l'odalisque qui joue du luth quelque part dans son alcôve, hein, devient quelque chose de tout à fait consommable, prise unique, monoprix, voilà, Andy Warhol. Alors, le pop américain est très pragmatique, on voit bien l'esprit américain, pragmatique, criard, ambivalent. Warhol à la fois aime Elvis, porte des 501, aime les couleurs vives, et en même temps il passe la société au vitriol, ne serait-ce que par le fait de faire 2 Elvis au lieu d'en faire un, donc une forme de désacralisation comme ça, montrer qu'Elvis lui-même va passer à la poubelle, qu'il n'est qu'un produit parmi d'autres. Et puis l'utilisation criarde des couleurs pures, et puis le fait que ceci n'est pas une peinture, mais une sérigraphie, c'est-à-dire un procédé photographique où Warhol ne s'embête pas, il prétend même pas savoir dessiner, il s'en contrefiche. Il crée des produits qui ont un succès immédiat, qui se vendent très cher et qui gardent leur force critique. Voilà. Armand et ses colères, Armand qui fait partie d'un groupe français qui s'appelle les néo-réalistes, et comme par hasard, pardon, les nouveaux réalistes, comme par hasard, quand on veut détruire l'image de l'art, pan, on retrouve la musique, et la musique classique. Et Armand dit qu'il n'y a rien de plus violent, de plus libérateur pour lui que de balancer des pianos à queue par la fenêtre, par exemple, de l'hôtel Chelsea à New York. Donc ça fait un bruit épouvantable, il recolle les morceaux, il les colle, et voilà. Ou alors il met le feu, il trempe dans du béton, il scie, il fait exploser à coups de masse des violons, des violoncelles, des contrebasses, et puis il les coule dans du béton, il les cloue sur des plaques, il les met dans du plexiglas comme ici, hein. Et si vous voulez, on n'est plus du tout dans un éclatement à la Picasso, qui était encore une fois un éclatement de réflexion sur la peinture elle-même, la peinture qui retombe sur ses propres moyens, la ligne, la forme, le volume, etc. Mais là, on est vraiment dans quelque chose avec les nouveaux réalistes, où l'art est un moyen de révolution, un moyen de critique de la société bourgeoise, tout simplement. Et ma foi, ça fait du bien, comme pour Niki de Saint-Phal, de tirer sur des œuvres avec une carabine, ça fait du bien, ça défoule. Et encore une fois, le chaos, c'est l'harmonie que symbolise le violon qui se brise. Bon, notre ami Yves Klein. Alors, cette image est drôle, cette photo, parce que sur cette photo, pour une fois, il y a des vrais musiciens en train de jouer. Inutile de vous dire qu'ils font des drôles de têtes. Bon. Yves Klein est également un avant-gardiste. Pour Yves Klein, pour lui aussi, le but de l'art est un moyen de produire des sensations, des événements, d'ouvrir nos perceptions, hein, donc on franchit toutes les limites. On garde une seule couleur, bon, qu'on a peint là sur l'image, qui est le fameux bleu Klein. Libérer l'art de la forme, hein, comme avec Kandinsky, libérer l'art du tableau, de la galerie, libérer l'art de la copie. Donc les pinceaux sont des femmes nues vivantes. On est dans les années 50, hein. On est à l'époque où les images de femmes nues étaient interdites au cinéma, à la télé, etc., sur les théâtres. Et donc ils vont faire des empreintes sur des toiles posées par terre ou au mur, hein. Vous voyez, là on va faire une magnifique empreinte. Et de même, l'empreinte est quelque chose de beaucoup plus subversif, direct et spirituel pour Yves Klein que la représentation. De même, une symphonie monotone, c'est-à-dire une symphonie avec une seule note qui dure 20 minutes, suivie d'un silence de 20 minutes, comme ça pendant 20 minutes et un silence de 20 minutes, doit ouvrir l'esprit à quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus libre que n'est la musique actuelle. Bon. Alors vous voyez, c'est très très drôle parce que là on est vraiment dans ce qui s'appelle le happening. Et avec Yves Klein, on doit le dire, regardez les gens derrière, hein, vous voyez, il y a toute la fine fleur du gratin parisien, les milieux de Chabon-Delmas, etc., de tous les grands magazines de l'époque. Donc il s'agit, on va dire, de happening chic, pour ne pas dire de happening snob. Voilà. Alors, maintenant, on arrive dans le pop-pop, et je voulais absolument vous montrer 3 pochettes d'albums.
la fameuse pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le Sergent Poivre et le Club des Cœurs Solitaires des Beatles, qui est une œuvre de Peter Blake, donc qui est sortie, comme vous le savez, en 1967. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que il ne s'agit pas d'un photomontage, mais il s'agit vraiment d'un environnement. Hein. C'est-à-dire que nos 4 amis, John, Ringo, Paul et George, sont ici en grandeur réelle. Ce sont les vrais Beatles qui posaient derrière des affiches géantes avec là des vrais personnages qui viennent du musée Tissot, c'est-à-dire du musée de cire. Alors, il y a un clin d'œil, évidemment, des Beatles qui viennent de passer dans leur époque psychédélique, donc se moquant du gouvernement, se moquant de l'armée, avec ces espèces de tenues comme ça, avec ces couleurs pop absolument magnifiques, hein, qui se moquent des Beatles de leur premier succès, qui sont là en cire. Donc, c'est-à-dire que c'est les premiers à avoir été muséifiés aussi jeunes de leur vivant. Et puis, il y a tout le monde. Il y a Cassius Clay, il y a Edgar Poe, il y a Dylan, il y a Kissinger, il y a Bourvil, il y a évidemment Marilyn, il y a T.S. Eliot, il y a, enfin, etc., etc. On a ici le personnage qui joue Tarzan, on a ici Edgar Poe, enfin, on a ici Tim Jones, le célèbre cow-boy des années 20, on a, etc., etc., etc. On a Elvis là, non, Marlon Brando plutôt. Donc, vous voyez, il y a tout le monde, et il y a là quelque chose d'extrêmement drôle. La vision pop de la culture n'est plus comme ça qu'une espèce d'estrade dans laquelle tout se mélange. Et pour tout vous dire, John, qui est le plus subversif des Beatles, hein, John, lui, voulait qu'il y ait vraiment tout le monde, c'est-à-dire il voulait qu'il y ait aussi Jésus, Hitler, etc. Et là, bon, ça a été un petit peu censuré quand même. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans cet album, il y a des morceaux très bruitistes. Et vous savez quel disque écoutait en boucle Paul, le plus musicien des Beatles? À l'époque, eh ben, il écoutait Frank Zappa, un disque qui s'appelle Freak Out. Et Zappa, donc, qui était assez furieux de voir que lui, qui n'avait pas un sou, les Beatles lui piquaient ses idées d'orchestration pour gagner des sous. Le graphiste génial de Zappa, qui s'appelle Kevin Schenkel, qui faisait partie du groupe des Mothers of Inventions, les mères de l'invention que vous avez ici. Hein. Donc, il a fait ce pastiche tonitruant de Sgt. Pepper qui s'appelle On est là que pour le fric. We're only in it for the money, qui est un disque assez inécoutable, mais qu'importe, c'est pas le meilleur Zappa. Et donc là, par contre, c'est un vrai photocollage. Hein, ils sont pas posés, c'est tout du collage. Et donc, on a tous les personnages avec les yeux bandés, des personnages tout à fait drôles et improbables. On a Nosferatu, etc. Bon. Et puis ici, on a des légumes pourris. Et il faut savoir qu'à l'époque, Zappa fait de sa musique un art total, un happening, et qu'au Royal Theatre à New York, il y a un morceau qui s'appelle Call the Vegetables, prévenez les légumes, et ils jettent des légumes, et des légumes pas toujours très frais sur le public, et ils font des batailles comme ça de carottes et de laitue avec son public. Voilà, les joyeuses années 60. Bon. Andy Warhol a fait plusieurs pochettes d'albums, d'où la fameuse pochette, à l'époque, il y avait des sacrés bons disques quand même, hein, que ce soit Sgt. Pepper ou certains Zappa, ou cet album du Velvet, c'est vraiment des chefs-d'œuvre à réécouter en boucle. Donc Warhol, toujours très très sexuel, hein, qui va faire, il a bien compris que la pop c'était le sexe, donc il va faire les pochettes les plus insidieuses qui soient. Le premier album du Velvet qui s'appelle Andy Warhol, The Velvet Underground, le velours souterrain, tout un programme. Et en fait, dans les premières éditions, la banane était en papier, et quand on déchirait le papier, eh ben, on se retrouvait avec une banane extrêmement sexuelle, comme ça, toute rose. Hein. On a ici la pochette avec les dédicaces de Lou Reed, de John Cale et les membres du fameux Velvet Underground. Voilà. Alors, il a fait une autre pochette très connue, c'est la pochette d'un disque qui s'appelle Les Doigts Collants, tout un programme, Sticky Fingers, qui est un excellent disque des Stones, et sur lequel on voit un jean noir, vu de face et vu de dos, donc on voit le derrière et le devant, et qui fantasmatiquement est le bassin de Mick Jagger, mais en fait, bon, c'est certainement pas le cas. Et puis, il y a une vraie, dans le papier, il y a une vraie braguette, et quand on tire la braguette, on voit une culotte avec un peu de chair rose et quelques poils et un nombril. Et voilà, donc vous voyez, on est là aussi tout à fait dans le truc assez cru. Voilà, bon. Beaucoup d'artistes de l'époque se sont après répétés. Hein. Klein, il est mort à 34 ans.
Lui ne s'est pas répété, mais bon, Klein, pour moi, c'est le plus grand des avant-gardes pop, toutes pop confondues, hein, pop français, pop anglais, pop américain, si on peut ainsi dire. Et tous les autres, Armand, Kid Saint-Phal, etc., sont devenus connus, ont eu des œuvres célèbres et se sont infiniment, peut-on dire, répétés. Et malheureusement, c'est la même chose avec Warhol. Ce qui va un petit peu réveiller Warhol, c'est sa rencontre avec Jean-Michel Basquiat, sur qui je vais finir. Mais il se trouve que c'est un peu l'ambivalence du pop art, c'est qu'à force de se moquer du Star System, on finit par devenir soi-même dans le Star System et par refaire des images qui sont tout simplement des icônes, voilà, comme ce portrait de Mick Jagger par l'ami Warhol. Voilà. Alors Basquiat, on va finir avec Basquiat, qui est un musicien qui est un peintre, mais en même temps un musicien. Bon, déjà Basquiat a une vie très liée à la musique, notamment à un niveau amoureux. Basquiat était un très bel homme, très séducteur. Il a eu une aventure avec Madonna, il a eu une aventure avec la formidable chanteuse du groupe Blondie, Harris, dont le nom m'échappe. Bref, c'est pas grave. Et Basquiat, toute sa vie, donc en tant que noir américain, hein, d'origine haïtienne, Jean-Michel Basquiat, toute sa vie, il a peint des hommages aux musiciens noirs, et il y a une espèce de volonté de se battre pour la reconnaissance de son existence de peintre noir, ami des milieux de rap noir, etc., ayant fait du street art, du graphe et tout. Et dans l'art de Basquiat, dans cet aspect totalement hystérique, répétitif et désespéré, Basquiat est quelqu'un qui buvait beaucoup, qui utilisait beaucoup de drogue, etc. Et donc il y a un côté très impulsif, un peu schizophrène, un peu autiste, mais dans un sens totalement génial. Dans l'art de Basquiat, vous voyez ici ce trompettiste, hein, qui parle et comme ça de manière totalement perturbée. Il y a des grosses marques vertes sur ce qu'il est en train de dire ou de jouer comme musique, plutôt. Et il a une couronne. Il y a toute une symbolique iconographique passionnante chez Basquiat. Et la couronne, bien sûr, c'est la royauté. La couronne noire, bien sûr, c'est le roi maudit, le roi noir. Voilà. Alors, il y a toujours plein de jeux de mots chez Basquiat. C'est interminable d'alchimie, alchimie. Et ce tableau s'appelle Ornithologie. Pourquoi? Parce que l'ornithologie, c'est l'étude des oiseaux, hein. Et ce tableau est dédié aux birds, c'est-à-dire, bien sûr, à Charlie Parker, surnommé l'oiseau. Hein, voilà. Drogue, mort jeune, etc. Et vous voyez cet aspect totalement hystérique de ce crâne surajouté, les dents qui ressortent, etc. C'est absolument magnifique. Basquiat est un très grand peintre, voilà. Qui a une vie tout à fait rock'n'roll. Hein. Il est mort très jeune. Et Basquiat est quelqu'un qui a vraiment vécu à 200 à l'heure et qui, en même temps, était quelqu'un d'absolument charmant. Hein. C'était quelqu'un de très fin, très intelligent, très subtil, très fidèle en amitié, etc. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a dans Basquiat une espèce de lyrisme comme ça qui est très pur. Voilà. Et il mélange tout, évidemment. Il mélange les dessins de frigo, les dessins d'appareils photo, et regardez ce magnifique, les dessins publicitaires et tout ça. Il y a une espèce de réécriture de la société à l'infini, comme ça, tout à fait schizo, tout à fait lyrique. Un micro, et regardez ce beau joueur d'accordéon. Voilà. Bon, cette conférence s'achève sur cette image du très célèbre Banksy, hein, le peintre, le graffeur anglais anonyme. Hein. On pense que peut-être Banksy serait un membre du super groupe de trip-hop de Brixton, Blur. On ne sait pas, je pense peut-être pas. Bon, toujours est-il que la nuit, il fait ces gigantesques graphes. Regardez un petit peu la taille que ça a vraiment de l'impact, c'est vraiment de masterpiece, hein, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et avec toute cette petite dégoulinure qui rajoute encore à la force, etc. Et puis la puissance très drôle, ce paradoxe, ça s'appelle un oxymore, hein, c'est-à-dire cette espèce de black bloc là, avec sa casquette à l'envers et son voilà, et qui au lieu de jeter une bombe, va jeter un bouquet de fleurs, vous voyez, qui est la seule lumière qu'il y a, la seule couleur qu'il y a. Hein. Et c'est pas du tout un hasard si Banksy vient de cette ville où a explosé dans les années 80 un des meilleurs mouvements pop qui soit, avec de grands artistes comme Tricky, Portiched et autres Blur, justement. Le mouvement trip-hop, voilà.
Peinture et musique, donc, art et musique, ça continue avec les jeunes artistes actuels, les artistes vidéo, tout ça. Je pense là qu'on a bien parcouru la distance de l'art classique, romantique et moderne avec ces deux conférences. Pas de questions dans la salle. Je vous remercie. Au revoir.